D'abord, vous présentez deux récits de l'emprisonnement pour non-paiement d'amende. Donc, le premier récit, qui est celui entériné par nos lois et également déclaré par les tribunaux, qui est celui qui voit l'emprisonnement pour non-paiement d'amende, ENPA, comme une mesure d'exécution ultime qui va sanctionner le défaut ou le refus de paiement. Versus une autre histoire de l'emprisonnement pour non-paiement d'amende ou un autre récit qui voit plutôt l'emprisonnement comme une peine qui va venir sanctionner l'incapacité de payer, particulièrement celle des personnes itinérantes aujourd'hui. Je vais ensuite vous parler de certains enjeux ou conséquences socio-juridiques en termes de droit, mais également, Françoise a souligné les effets sur le système pénal en tant que tel. Et je vais conclure avec un peu d'espoir au niveau de la réforme du droit. Donc, je commence. Ah oui, puis là, je vois l'heure. Et on me demande aussi de vous dire que vous pouvez m'interrompre à tout moment. C'est vrai. Si vous avez des questions, des précisions, puisque je ne sais pas jusqu'à quel point je vais pouvoir tout terminer là, dans le temps imparti. OK, alors, l'emprisonnement pour non-paiement d'amende comme mesure ultime d'exécution. Donc, d'abord, je prends comme point de départ le code criminel, pas parce que c'est l'objet principal de ma présentation, mais parce qu'en général, c'est ce qui est le mieux connu, puis à titre comparatif. Alors, au niveau du code criminel, on va prendre en considération la capacité de payer des personnes lorsqu'on va choisir d'imposer une amende. Évidemment, sauf les amendes minimales qui sont imposées par la loi. On va aussi prévoir les ententes de paiement. Et ensuite, il y a toute une série de mesures alternatives qui sont prévues, que ce soit au niveau des licences et des permis, donc du refus de délivrer ou de la suspension de ces outils-là. L'exécution civile, les travaux compensatoires qui vont être prévus dans la mesure où ils existent dans les provinces. Puis, éventuellement, on peut passer à l'emprisonnement pour non-paiement d'amende, mais toutes ces conditions devront être réunies. C'est-à-dire que le délai de paiement doit avoir été expiré, les mesures alternatives doivent avoir été épuisées, et ça c'est la Cour suprême qui précise dans l'arrêt Wu, la personne doit avoir refusé de payer sans excuse raisonnable. Et là, l'excuse raisonnable, la pauvreté ou l'indigence, le fait que tu sois incapable de payer est considéré comme une excuse raisonnable. Au niveau du Code de procédure pénale, il n'y a pas de considération de la capacité de payer. De façon générale, mais pas exclusivement, il y a des amendes minimales auxquelles on doit ajouter des frais qui vont parfois tripler le montant de l'amende. L'emprisonnement est interdit, sauf disposition expresse, puis on va voir qu'il y en a. Les gens ont un délai de 30 jours pour payer. Le percepteur peut exiger des informations financières et pourra émettre un mandat d'amener pour pouvoir évaluer la situation financière de la personne. Il y a des ententes de paiement qui vont être prises, et effectivement, elles sont prises, et on va échelonner les paiements autant qu'on peut. On peut aussi réduire les montants. Il y a des mesures alternatives qui sont prévues. Alors, au niveau de l'exécution civile, on va vouloir donc, par exemple, lorsqu'il y a des biens, faire un bref de saisie. Il y a également des travaux compensatoires qui vont être disponibles si on a une incapacité de payer. En ce qui concerne l'emprisonnement pour non-paiement d'amende, au niveau du Code de procédure pénale, il y a deux régimes depuis 2003-2004. Il y a le régime qui s'applique en matière de sécurité routière et stationnement, et je vous en parle également à titre comparatif, même si ce n'est pas celui qui s'applique aux personnes itinérantes de façon générale. Alors, qui permet donc la saisie du véhicule, mais également toutes sortes de mesures là, liées au véhicule, donc la suspension du permis, l'interdiction de circuler, le refus d'immatriculer le défendeur ou tout nouveau propriétaire de véhicule, le refus de mise au rencard du véhicule, et qui prévoit donc l'emprisonnement vraiment comme une mesure ultime d'exécution si on tente délibérément de se soustraire au paiement. Donc il faut vraiment que la personne ait refusé de payer. En plus, la peine ne peut être purgée de façon discontinue, donc elle doit être faite un jour après l'autre. On ne peut pas y aller la fin de semaine, autrement dit. Puis, mesure extrême, la peine ne libère pas du paiement des sommes dues. Donc, vous devez toujours payer votre amende malgré l'emprisonnement. Donc, on ne peut plus non plus s'en délivrer en faisant en faisant un séjour en emprisonnement. Au niveau des autres infractions, c'est ça qui est important de comprendre. Et là, vous avez
l'image de Little Dorrit de Charles Dickens, qui était ce livre donc, qui avait dénoncé l'emprisonnement pour dette en matière civile. Alors là, on est en matière pénale, mais donc pour toutes les autres infractions aux règlements municipaux qui ne relèvent pas de la sécurité routière et qui ne relèvent pas du stationnement, on a de l'emprisonnement si la personne omet de respecter son engagement envers le précepteur, si des travaux n'ont pas pu être offerts ou si elle refuse ou néglige d'exécuter des travaux. Et là, il y a un maximum de 2 ans ou 1 jour, mais par infraction. Et également, la peine ne peut pas être purgée de façon discontinue. Elle est consécutive à toute autre peine d'emprisonnement. Donc, si ce n'est pas le cas en matière de règlements municipaux, mais dans la mesure où il y aurait dans un dossier une peine d'emprisonnement, l'emprisonnement pour non-paiement d'amende serait consécutif. Par contre, l'emprisonnement va libérer de la dette. Donc, c'est vraiment un substitut. Alors ça, c'est la première histoire. Et c'est effectivement ça qui est entériné par les tribunaux qui comprennent l'emprisonnement pour non-paiement d'amende comme étant une mesure ultime d'exécution. Mais qu'en est-il de la deuxième histoire de l'emprisonnement pour non-paiement d'amende, donc comme peine sanctionnant l'incapacité de payer? Alors, au fédéral, qu'en est-il? Le fait qu'on puisse prendre en considération, qu'on doit plutôt prendre en considération la capacité de payer, peut-il, dans certains cas, là je parle du fédéral, équivaloir à une peine plus sévère. Donc, on pense par exemple à la peine de probation qui va être, dans certains cas, avec beaucoup de conditions, et qui pourrait être plus sévère, ultimement, pour certaines personnes que l'amende. Par contre, là, il y a une protection ici au Québec de la Cour d'appel dans l'affaire Crowder qui a dit qu'on ne pouvait pas substituer la peine d'amende. C'est pas parce qu'un défendeur n'est pas capable de payer sa peine d'amende qu'on doit lui imposer une peine d'emprisonnement. Donc, il y a une espèce de protection pour l'emprisonnement. Mais quand même, ça peut vouloir dire que le fait de prendre en considération la capacité de payer et que le défendeur soit incapable de payer peut vouloir dire qu'on se tourne vers d'autres peines qui sont peut-être plus sévères. Donc, c'est quelque chose à retenir là, quand on pense à réformer le droit pour le Code de procédure pénale également. Les amendes minimales, évidemment, tout ça s'applique pas lorsqu'on parle d'une amende minimale, et les amendes minimales parfois peuvent être exorbitantes. On pense dans l'affaire Roux, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était la loi sur l'assise fédérale, la loi qui prévient la contrebande de cigarettes. Alors là, je pense que c'est 16 sous pour chaque cigarette de contrebande. Donc on parle d'amendes de plusieurs dizaines de milliers de dollars, sinon centaines de milliers dans certains cas. Mais ce que la Cour suprême dit, et ce qu'on nous dit qu'on fait en pratique, c'est qu'on donne des délais de paiement. Alors, mais vous comprenez que dans les cas de personnes qui sont incapables de payer ou qui n'ont pas nécessairement de revenus, donner des délais de paiement peut vouloir dire être sous dette toute sa vie, peut occasionner toutes sortes de problèmes. Donc, ce n'est pas non plus la panacée, la fin de l'emprisonnement pour non-paiement d'amende, mais je vais y revenir. Au Québec, alors, la première question qui se pose, c'est est-ce que l'emprisonnement pour non-paiement d'amende est une peine ou une mesure d'exécution? Alors, d'abord, je précise que le Code de procédure pénale parle de peine. Alors, il indique que le percepteur, lorsqu'il a épuisé tous ses recours, peut demander au juge d'émettre une peine d'emprisonnement pour non-paiement d'amende. Alors, on parle bien de peine et pas de mesures d'exécution. Par contre, c'est dans la section du Code sur les mesures d'exécution. Et la plupart des tribunaux qui se sont prononcés sur la question, je pense à un arrêt important pour ce dossier-ci, qui est l'arrêt percepteur des amendes Québec contre Roy de la Cour supérieure du Québec, qui a jugé que c'était une mesure d'exécution. Alors, son principal argument, c'est de dire que c'est une mesure d'exécution parce que c'est facultatif. Ce n'est pas automatique. À partir du moment où vous êtes condamné à une peine d'amende, finalement, si vous êtes emprisonné pour non-paiement d'amende, c'est que c'est un peu de votre faute, c'est-à-dire que c'est un peu en raison de votre propre comportement, vous n'êtes pas acquitté de votre dette, etc. Or, la question qui se pose en ce qui concerne les personnes itinérantes, c'est est-ce vraiment facultatif? Alors, on va voir avec la suite. Donc d'abord, ça c'est des statistiques de Statistique Canada, les admissions des adultes en détention selon l'infraction la plus grave au Québec, en vertu de l'infraction la plus grave étant les règlements municipaux. Donc, vous voyez qu'en 2001-2002, le Québec avait vraiment la triste réputation d'incarcérer 53% des gens dans les établissements provinciaux et territoriaux pour le non-paiement d'amende. Alors, c'était l'infraction la plus grave dans les prisons provinciales au Québec.
Alors, ça et d'autres considérations ont inspiré une réforme du Code de procédure pénale en 2003 qui a donc retiré toutes les infractions de la sécurité routière et du stationnement de l'égide de l'emprisonnement pour non-paiement d'amende. Et là, vous voyez, ça baisse. En 2005-2006, un an ou à peu près 2 ans après la mise en vigueur de la réforme, on est passé à 19%. Et là, entre ça, et je vais y revenir également, il y a eu un moratoire à Montréal sur l'emprisonnement pour non-paiement d'amende pour les personnes itinérantes, en fait pour tous. On a arrêté tout simplement, les percepteurs ont arrêté de demander des mandats d'emprisonnement et les juges ont cessé d'émettre, de signer des mandats d'emprisonnement. Et là, on se retrouve, que ce soit relié à ça ou à d'autres choses, mais je pense en partie grâce à ça, en 2010-2011, avec un 9% de personnes qui sont incarcérées pour non-paiement d'amende au Québec, dans les prisons provinciales, et dont l'infraction la plus grave est d'avoir violé les règlements municipaux. Alors, c'est quand même énorme, 10%, 9%. On n'a pas les chiffres plus récents, mais je peux vous dire que le Québec est la seule province à incarcérer les gens pour la violation des règlements municipaux. Bon, le Québec fait meilleure figure à d'autres titres comparatifs, je vous l'accorde, pour ces prisons, mais au niveau de l'emprisonnement pour non-paiement d'amende, c'est la seule province canadienne qui va mettre en prison des gens pour la violation des règlements municipaux. Alors, on a voulu savoir qu'est-ce qui se passait avec les personnes itinérantes. Donc, cette première étude dont je vous ai parlé, voici les objectifs. On voulait documenter les parcours judiciaires, on voulait connaître les conséquences de la judiciarisation et on voulait documenter les effets sur le système de justice pénale. Alors, je vais assez rapidement là-dessus. Sur la méthodologie aussi, en fait, peut-être vous dire que les chiffres qu'on a obtenus, c'est important pour relativiser les chiffres qui, somme toute, sont assez gros malgré tout. Ce qu'on a fait pour essayer de déterminer quelles étaient les infractions qui étaient commises par les personnes itinérantes, on a regardé dans les banques de données de la Cour municipale les contraventions qui étaient émises et dont l'adresse était celle d'un refuge ou d'une ressource pour personnes itinérantes. Donc, on n'a pas comptabilisé, par exemple, l'absence d'adresse ou toute autre adresse, parce qu'on sait que les personnes itinérantes ne vivent pas tout simplement dans les refuges. Elles vont aussi dans des gîtes temporaires, elles ont des anciennes adresses. Il y a tout ce phénomène de ce qu'on appelle le couchsurfing, alors des gens qui vont changer de divan à chaque soir ou presque. Alors, ces gens-là ne sont pas dans notre base de données. Nous, on a pris seulement ces contraventions qui donnaient donc l'adresse d'un refuge. On l'a fait pour 8 villes canadiennes et on a aussi complété ces données par des entretiens auprès de 42 acteurs dans 6 villes canadiennes, dont des juges et procureurs, des percepteurs d'amende et des avocats de la défense. Alors, je prends une gorgée d'eau, je vous laisse regarder les chiffres. C'est énorme. 65 000 constats d'infraction, je commence par Montréal, à Montréal en 15 ans. Alors, ceux qui pensent que c'est ça, toujours les mêmes personnes, là, on parle de 8 250 personnes itinérantes distinctes. Les infractions les plus courantes sont de la consommation d'alcool, l'ébriété publique, flânage, se trouver dans les parcs en dehors des heures d'ouverture, uriner ou répandre du liquide, alors ça c'est le libellé de l'infraction à Montréal. Et donc, en 2010, les personnes itinérantes devaient 16 millions à la Ville de Montréal en amende impayée. Alors, pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène. Québec, les chiffres sont à une autre échelle, mais on parle tout de même de 3 735 constats d'infraction en 10 ans. 732 en 2006 seulement. Alors, il y a un gros pic, là, on va le voir dans la prochaine... je vais vous le remontrer là, plus tard, mais il y a un sommet qui est atteint en 2006, 284 personnes différentes qui sont touchées, donc beaucoup de surjudiciarisation sur les mêmes individus. Et les infractions concernées, donc, c'est, comme vous voyez, l'alcool, mendier, troubler la paix, squeegee, flânage, etc. La dette de ces 10 années, c'était 600 000 à la Ville de Québec, avec une moyenne de dette de 4 000 $, surtout pour les 20 à 24 ans. Donc, beaucoup de judiciarisation des jeunes. Vous voyez mon tableau.
Alors ça, c'est l'évolution des constats d'infraction. Alors on voit qu'il y a un sommet en 2006. Je pense que ça s'explique avec certaines politiques municipales ou policières qui ont été adoptées en 2006. Et on voit donc que ça se stabilise, mais ça se stabilise plus haut que le point de départ, clairement. Alors voici un tableau des faits reprochés, essentiellement être en état d'ivresse, l'alcool et surtout une infraction importante pour les personnes plus âgées. Tandis que pour les plus jeunes, au bout du tableau, c'est surtout mendier, solliciter et le squeegee qui est la source de la judiciarisation. On s'est intéressé donc à ce qui se passait avec ces constats d'infraction une fois qu'ils étaient émis. Alors d'abord, on émet le constat, puis il n'y a pas de plaidoyer qui est inscrit. La plupart des personnes itinérantes vont ou bien jeter ou bien pas donner suite à ce constat d'infraction. Ensuite, la plupart du temps, il y aura donc un jugement par défaut parce qu'ils ne reçoivent pas les avis de cour. On ne les rejoint pas, ce n'est pas nécessairement par mauvaise volonté, mais on ne les rejoint pas. Ensuite, la plupart du temps, on passe donc au stade de la perception, c'est-à-dire que l'amende minimale va être imposée, le dossier est transféré au bureau du percepteur, un mandat d'amener va être émis. Les travaux compensatoires sont souvent non disponibles ou impossibles à réaliser, je vais y revenir aussi tout à l'heure. Et le mandat d'emprisonnement est finalement ce qui va être imposé de façon quasi systématique. Vous voyez qu'à Québec, tout ça prend environ 59 mois, donc près de 5 ans, entre l'émission du premier constat puis sa sortie en mandat d'emprisonnement. Donc c'est très long, c'est plus long qu'à Montréal, et donc il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans la vie d'une personne en 5 ans. Et ça aussi, je vais y en revenir tout à l'heure. Alors vous voyez que le taux de conversion aussi n'est pas très élevé, alors qu'on a des dettes de 4 000 à 25 par jour. Ça, c'est le taux de conversion de Montréal. Par contre, je ne connais pas le taux de Québec. Et donc, ça ne va pas super vite, là. Vous voyez, ça dette. De façon générale, dans ce parcours judiciaire, les personnes itinérantes ne sont ni vues, ni entendues, ni représentées. On a de la difficulté à identifier leur dossier. Bon, je vais vous dire tout à l'heure qu'il y a des choses qui ont changé là, dans les cours municipales, mais donc au moment de l'étude, et encore de façon générale, elles sont ni vues, ni entendues, ni représentées. Quels sont les taux d'incarcération? Alors à Montréal, c'est 72 %. C'est-à-dire que parmi tous les dossiers qui ont été terminés, dans 72 % des cas, on a incarcéré une personne itinérante pour non-paiement d'amende. Et ça, on est sûr que c'est des personnes itinérantes. Et on les compte pas toutes, mais voilà. Donc 72 %, on parle d'assez systématique. Dans seulement 15 % des cas, il y a eu des travaux qui ont été effectués. À Gatineau, même chose, 70 % en 2005-2010 dans les dossiers clos. À Québec, les chiffres sont un peu plus difficiles à déterminer parce qu'il y avait tellement de dossiers encore actifs, c'était tellement long, le parcours judiciaire, qu'il y avait beaucoup de dossiers qui n'étaient pas clos. Parmi les dossiers clos, on en avait au moins 35 % qui s'étaient terminés en mandat d'emprisonnement, mais il y en avait 40 % aussi dans notre banque qui étaient à l'étape du bref de saisie. Puis là, on peut imaginer que il n'y aura pas nécessairement de saisie de biens, puisqu'on ne va pas saisir les refuges, puis il n'y a pas de biens à saisir. Donc, on peut imaginer que le taux est assez conservateur là, quand on parle de 35 % à Québec aussi. Puis 12 % de ces dossiers avaient été terminés en travaux.